Commençons par ouvrir un nouveau fichier AutoCAD. On va partir d'un gabarit qui est réglé pour travailler en 3D directement. Contrairement au gabarit de base 2D qui est ACAD ISO, on va utiliser le gabarit qui s'appelle ACAD ISO 3D DWT. On arrive directement dans un environnement 3D. La première étape pour modéliser notre avion dans AutoCAD va consister à attacher et calibrer les images de référence. Donc ça signifie que on va importer des images en plan et en coupe et on va mettre ces éléments à l'échelle 1 dans AutoCAD. Avant de commencer, vérifiez bien que vous disposez des outils de modélisation 3D. Si vous êtes dans l'environnement 2D, vous rendez en bas à gauche, à droite, via la roue dentée ici qui vous donne accès aux espaces de travail. Vous choisirez dans ce cas-là l'environnement de travail, donc l'espace de travail, modélisation 3D pour accéder à tous les outils qui seront nécessaires pour réaliser ce tutoriel. Je pars d'une image que je vais importer dans AutoCAD. Pour ça, j'ai plusieurs façons de faire. Le plus simple reste de passer par l'onglet Insertion dans le ruban et vous allez trouver une fonction qui s'appelle Attacher, donc qui permet d'attacher une référence externe. Donc en l'occurrence ici, ça sera une image raster, une image en mode point. Pixel. AutoCAD permet de sélectionner plusieurs types de fichiers de référence. Il faudra vérifier en bas de la fenêtre, lors de l'ouverture du dossier, que le type de fichier est réglé sur le bon type de fichier. Là, il s'agit d'un fichier image. Je prends tout type de fichier image. Vous sélectionnez vos images dans le dossier. Un aperçu apparaît à droite. Je vais récupérer la vue de dessus et je vais récupérer la section de l'aile ici. Je commence par la vue de dessus et je fais ouvrir. Dans la boîte de dialogue, attacher une image, je vais laisser le type de chemin d'accès à chemin d'accès relatif. L'échelle, je vais la spécifier à l'écran et le point d'insertion, je vais le spécifier à l'écran également. Pas de rotation puisque je saute pas la faire pivoter. Je valide. OK. Ensuite, je vais me situer près du système de coordonnées de l'axe X, Y, Z et je clique une première fois pour poser le premier point et une deuxième fois pour poser le deuxième point, ce qui permet de définir une échelle pour le moment qui est quelconque, qu'on va modifier après coup. Alors à droite, vous avez le view cube pour visualiser votre vue en vue de dessus. Donc là, on va changer à la fois le point de vue, c'est-à-dire en cliquant sur O ici. Vous voyez, vous pouvez utiliser les flèches droite et gauche ici du cube pour faire pivoter votre image. Et ensuite, on va vérifier que le mode de projection ne soit pas en perspective, mais on va dessiner en mode parallèle puisqu'on commence par dessiner en 2D. Je reste en mode parallèle. Ensuite, comme on a commencé par le template CAD-ISO 3D, il y a un petit réglage à faire pour vraiment se retrouver dans des conditions de dessin 2D puisqu'on commence par ça. Il faudra aller dans l'onglet début. Ensuite, dans vue, la section vue, vous choisissez le mode de visualisation en filaire 2D. On va partir de, on va dire, 3760 millimètres de l'emplanture au saumon. Je vais commencer par d'abord créer une demi-droite façon à bien poser une ligne ici qui va me guider après pour la mise à l'échelle. Pour ça, vous allez trouver ces outils dans les outils de dessin 2D qui sont dans l'environnement 3D. Vous trouvez ça dans dessin ici. La demi-droite est cachée derrière le mot dessin avec la petite flèche. Voilà, vous prenez l'outil demi-droite. Comme j'ai une image seulement à disposition en bitmap, qui est pas de très bonne qualité en termes de résolution, je fais attention de bien me mettre au centre du tracé. Voilà, je prends la zone la plus extrême du saumon, au milieu du trait, et je vais jusqu'à l'emplanture. Pareil, je me mets ici. En fait, ça n'a pas d'importance ici puisqu'il me fait une ligne droite infinie de ce côté. J'aurais peut-être dû simplement dessiner une ligne, ce qui m'aurait facilité les choses. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre supprimer. Plutôt qu'une demi-droite, une simple ligne ici. Je vérifie bien que je suis en mode polaire ici pour avoir mes guides, surtout pour les angles. Il faut bien que je reste à 0 degré d'angle. Je prends l'extrémité du saumon jusqu'à l'emplanture. Voilà, je me mets bien au centre, j'hésite pas à zoomer. Je pars sur une dimension de 3660 ou 3760 qui semble logique
à vérifier bien sûr, pour la demi-envergure, pour un monomoteur. Là, on va partir sur cette dimension. Pour la mise à échelle, vous devez sélectionner le cadre de votre image. Alors, vous voyez que quand vous sélectionnez une image, vous avez des options qui sont associées aux images, plusieurs options qui permettent de redéfinir un contour, par exemple. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir peut-être un peu moins le fond. Ici, vous pouvez jouer sur la luminosité, vous voyez, ici, pour réduire la luminosité. Vous pouvez augmenter l'estompe, ce qui me semble plus pratique ici. Ça me permet de bien voir mes lignes par-dessus. Là, je vais me mettre à 50% par exemple, et je valide. On veut rentrer. Alors pour une mise à échelle précise, je veux 3700 mm ici. Je vais utiliser l'outil échelle situé dans les outils de modification d'AutoCAD. Vous avez l'échelle ici. L'échelle va fonctionner. D'une part, la première chose, c'est qu'il faudra sélectionner le cadre de votre image. Vous pouvez pas sélectionner les pixels à l'intérieur. C'est bien le cadre qu'il faut sélectionner. Ensuite, je fais entrer. Et enfin, bon, c'est pas encore tout à fait fini. Je prends le point de base ici à planture. Pour le moment, je connais pas le facteur d'échelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'option en bas dans la barre des commandes référence, où vous pouvez taper R entrée, c'est la même chose. Là, je choisis de cliquer sur l'option référence. Juste après, vous resélectionnez votre point de base, vous faites un clic, et ensuite un deuxième clic à l'extrémité ici. Ça indique à AutoCAD la distance réelle de l'image, qui n'est pas encore à l'échelle. Juste après, sans faire d'autres opérations entre, vous tapez la valeur que vous souhaitez. 3760. Entrée. Voilà, donc là, mon dessin est mis à l'échelle. On va vérifier ça. Donc, ma vue en plan. Alors, je vous conseille de contrôler vos dimensions en mesurant. Dans l'onglet début, je n'ai pas trouvé les outils qui permettent de mesurer sur place. J'ai activé la barre d'outils renseignements que j'ai placée à gauche ici. Cette barre d'outils, vous la trouvez dans le menu. Si vous n'avez pas le menu ici dans votre environnement de travail, vous cliquez sur cette flèche ici, vous voyez. Vous risquez d'avoir ça en arrivant en 3D dans l'environnement 3D. Pas de menu. Par défaut, on sélectionne la petite flèche vers le bas ici dans les outils rapides. Et là, je fais afficher la barre des menus. Je vais trouver dans les menus le menu outils. Je descends ici et je vais trouver barre d'outils, ensuite AutoCAD et ensuite tous les outils qui sont disponibles dans AutoCAD. L'outil s'appelle renseignement qui est ici. Il suffit de le cocher pour le faire apparaître ensuite dans votre environnement de travail. L'idée, c'était de contrôler mes dimensions. Donc, je reprends mon outil de mesure ici, l'outil distance. Je reviens sur mon point de base de ma ligne et je me situe au centre ici. Voilà. On est à quelque chose près. Évidemment, on n'est pas au millimètre près, à 3760. Je vais récupérer maintenant ma section. Je vais repartir dans l'onglet Insertion. Je vous avais parlé de la fonction attacher. J'en profite pour vous montrer d'autres façons d'insérer une image dans AutoCAD. Si vous avez accès au menu, vous avez le menu Insertion qui vous donne accès rapidement aux différentes options d'insertion, donc des WG, des fichiers PDF par exemple. Et en ce qui concerne les images, ça s'appelle des références d'images, ici, anciennement appelées images raster. Maintenant, ça s'appelle référence d'image. Je sélectionne référence d'image. J'ai navigué dans mon ordinateur. Je vais récupérer le profil, là, une section de l'aile. Je sélectionne cet élément, je fais ouvrir. Toujours pareil, chemin d'accès relatif, je garde, spécifié à l'écran, je garde, spécifié à l'écran pour l'échelle et pour le point de base. Je valide et je viens poser pour le moment mon image à côté de ma première image. Une référence d'image peut être remodifiée après coup dans l'environnement de travail en cliquant sur les poignées aux extrémités. Donc là, je la redimensionne pour me retrouver à côté de mon image de base. Donc maintenant, il s'agit de rendre cohérent les dimensions de ma section par rapport à mon image de référence que j'ai mise au début. Pour ça, je vais prendre les deux extrémités ici de mon profil. Et là, pour se repérer, vous avez le bord d'attaque qui est là. Ça correspond à ce bord-ci. Et le bord de fuite qui se situe à l'arrière de l'aile ici. Je vais décider de me baser sur cette ligne de référence ici pour déterminer l'échelle de ma section
de façon que ça soit calibré, cohérent avec l'échelle de mon plan vu de dessus. Je vais utiliser l'outil mesure. Même chose ici, je zoome bien puisque j'ai affaire à une image pixelisée. Je me mets bien au centre du trait, un premier point et un deuxième point que je vais situer au centre de ce trait. L'idéal aurait été de démarrer juste avant le changement de courbure ici, plutôt à partir de ce point-là. Je vais refaire une mesure. Je repars ici avec l'outil mesure et je me mets juste avant le changement de direction de la courbure vue en plan. Je reprends l'outil distance et je me mets exactement à l'endroit où change la direction. Là, je tombe à 1657. On va arrondir hein, pour faciliter les choses. On va arrondir à 1660. Je fais échappe hein, pour quitter l'outil échelle. Mais 1660 vont se situer dans la partie extrême ici du bord d'attaque. Donc, je prendrai la partie la plus incurvée, celle au sommet ici et le bord de fuite ici. Je reprends l'outil échelle. Donc là, comme il m'active les options de l'image, je reviens sur début. Je garde bien mon image sélectionnée. Je prends l'outil échelle dans la section modification, ici, échelle 2D, hein. Je vais définir un point de base exactement au centre du trait. Je reprends. Je sélectionne mon image, je vais dans le début. Ensuite, je vais choisir l'outil échelle, le point de base à l'extrémité au bord d'attaque. Ensuite, je clique sur référence. Je reclique sur mon point de base initial au bord d'attaque et je vais à l'autre extrémité au bord de fuite et je clique une deuxième fois. Cette fois-ci, je tape 1660 et entrée. L'image est un peu vive hein, avec le fond blanc. Je vous recommande de travailler avec des fichiers PNG ou beaucoup mieux des fichiers vectoriels comme en PDF évidemment. Et ça vous évitera d'avoir un fond blanc comme ceci. Je vais devoir sélectionner mon image et estomper voilà, à 50 voire un peu plus pour bien voir mon tracé. Alors je peux déjà orienter ma section de façon à ce que ça soit conforme à ce que je vois ici sur la vue de dessus. Pour ça, je vais dans début et je prends l'outil rotation 2D. Je pars du centre, je clique et je mets 90 ici. Si je souhaite aligner la section avec la vue en plan, le plus simple reste encore de mettre soit des demi-droites, soit des lignes. Moi, c'est ce que j'utilise plutôt. Je vais repartir à l'endroit où j'étais parti ici, c'est-à-dire avant la courbe, dans le bord de fuite. Donc, juste avant le changement de courbure, première ligne, et je vais aller jusque là. Il y a plusieurs façons. On peut redessiner. On peut copier aussi la ligne ou on peut décaler. Le plus simple ici me paraît être simplement copier la ligne. Je sélectionne la ligne, je valide et ensuite je prends mon point d'arrivée ici en m'assurant d'être bien sur l'axe Y hein, pour bien être aligné. Là, je vais juste aligner la section par rapport à mes deux lignes que je viens de créer. Pour ça, je vais prendre l'outil déplacer. Je sélectionne mon image via son cadre, hein, puisque les pixels ne sont pas compris par AutoCAD. Je valide et je viens chercher le bord d'attaque à son extrémité ici. J'amène contre la ligne. On a l'accrochage intersection qui apparaît. Peut-être quelques ajustements à faire, mais on est presque bon. Les accrochages, vous les trouvez en bas, dans les outils qui sont situés en bas. Vous avez les accrochages 2D ici. Curseur d'accrochage au point de référence 2D. Et j'ai pu déplacer ça correctement parce que j'avais intersection en guise d'accrochage qui était coché. Avant de continuer, je vais commencer à préparer ma structure de calque pour pouvoir organiser mes éléments de dessin. Là, par exemple, on a déjà des images de référence, on a des traits issus d'AutoCAD. On va créer une première structure de calque pour bien dissocier les éléments et surtout, ça nous permettra de les masquer, les afficher plus facilement par la suite. La gestion des calques se situe dans l'onglet Début. À droite, vous avez les calques ici. Donc là, je déroule calque. Ici, je vais trouver propriété de calque. Le calque 0 est le calque par défaut. En général, je m'en sers comme élément de construction. En fait, je mets mes traits de construction dedans. Je vais créer un nouveau calque via l'icône Nouveau calque, ici. Je vais mettre mes images de référence. Je vais l'appeler Ref, par exemple. Un nouveau calque pour tout ce qui concerne le tracé 2D. On utilisera des splines, souvent, des polylignes. Toutes les entités 2D iront dans ce calque. Je vais l'appeler tout simplement 2D et j'attribue une couleur
assez visible. Ici, là, je peux sélectionner dans cette fenêtre une teinte. Je vais choisir couleur de l'index ici, c'est plus simple. Et par exemple, une couleur vive orange pour mon tracé 2D. Et enfin, un dernier calque euh, qui va recueillir en fait la modélisation 3D. Je vais l'appeler aussi simplement 3D. Et je lui attribue une couleur différente du vert ou on va prendre du vert. Là, je peux fermer mon gestionnaire. Vous avez un accès rapide au calque ici. Vous voyez, je peux dérouler ma liste de calques. Je retrouve 0, 2D, 3D et ref. Et comme je l'ai pas fait dès le début, je vais devoir attribuer mes éléments aux calques qui leur sont dédiés. Je sélectionne mes deux images, le plan, la vue en plan et la vue en section. Là, je suis obligé de revenir sur début et je retourne dans les calques, je déroule ma liste de calques ici, sans nécessairement passer par propriété de calque, et je clique sur le nom du calque ref ici. Mes traits de construction, eux, vont rester dans le calque 0. J'ai pas besoin de les modifier. Par contre, l'intérêt, c'est que vous pouvez, quand vous allez commencer à travailler en 2D, par exemple, c'est ce on va commencer juste après, je vais cliquer sur le nom du calque 2D ici pour l'activer. Et mes traits de construction, j'en aurai peut-être besoin tout à l'heure. Je vais encore dérouler cette liste et je vais geler. Je clique sur le soleil, 0 ici, pour ne plus voir mes traits de construction. Alors, un conseil que je vous donne, c'est pour éviter des mauvaises manips, hein, je vous conseille de verrouiller votre calque ref, image de référence. Donc, je retourne dans les calques ici et vous avez ici un verrou. Je clique sur verrouiller mon calque ref. Vous risquez pas comme ça de les sélectionner ni de les déplacer. J'en ai terminé sur cette première étape qui consistait à tâcher et calibrer les images de référence. Je vais profiter pour enregistrer mon fichier. Vous avez plusieurs façons d'enregistrer un fichier, donc c'est menu fichier ici ou via l'icône AutoCAD en rouge ici qui vous donne accès aux commandes classiques, hein, enregistrer, publier, exporter. Cette fois-ci, je vais choisir enregistrer sous et je choisis dessin. Je nomme mon fichier et ensuite je fais enregistrer. On arrive à la deuxième étape, construire la coupe, la section. On va utiliser pour ça un profil 2D avec un outil qui s'appelle Spline. Alors, pour travailler plus facilement et éviter un torticolis, je vais faire pivoter ma feuille de travail. Ce ne sont pas les objets que je fais pivoter, mais l'ensemble de ma feuille, enfin de mon espace de dessin. J'utilise pour ça le vieux cube ici et je vais utiliser les flèches droite-gauche pour faire pivoter vers le haut ici, puisque je commence par la section. Je zoome bien pour bien centrer l'élément dans ma page. Pour assurer la continuité de mes courbures, la meilleure méthode sera d'utiliser l'outil Spline. L'outil Spline est parmi les outils de dessin. C'est cet outil-ci. Vous avez plusieurs modes. Je vous montre à côté. Vous avez la méthode ici, vous voyez, par ajustement ou par SC avec des points de contrôle. Je vous montre ça à côté pour bien voir cet outil. Si je choisis la méthode par SC, vous voyez que je génère des courbes qui sont parfaitement tangentes, hein, les unes par rapport aux autres. On a une parfaite continuité. Si je veux clore ma polyligne, ma spline, je fais clore ici. Là. Par point de contrôle, c'est l'outil qui est utilisé beaucoup par les designers puisqu'il permet d'adapter, vous voyez, avec des points de contrôle extérieurs à la courbe, la tension de la courbe parmi chaque point que vous avez pu saisir. C'est probablement l'outil le plus simple, la méthode la plus simple. Quand on cherche à vraiment saisir des points sur la spline, on va utiliser la première méthode qui est proposée. Je vais vous montrer. C'est par défaut, la spline est réalisée avec la méthode SC, avec des systèmes de contrôle, comme vous voyez ici. Donc là, je vais sélectionner la spline que j'ai dessinée. Voilà. Alors l'intérêt, c'est que je peux étirer des sommets, comme je vous ai montré. L'autre méthode, c'est ici, vous avez un menu qui vous permet de choisir plutôt le mode ajustement, donc pour un ajustement plus fin, auquel cas vos points sont directement inscrits sur vos courbes. Vous pouvez déplacer vos sommets si vous avez besoin d'une plus grande précision. Lorsque vous êtes en mode SC avec les contrôles extérieurs, vous avez plus de marge de manœuvre pour bien ajuster vos courbes. C'est l'outil qui est souvent utilisé, hein, par exemple
dans Rhino pour générer des courbes NURBS. C'est l'équivalent des courbes NURBS dans Rhino. C'est la méthode que je vais utiliser pour dessiner ma forme. Je commence, je me lance, je vais prendre l'outil Spline. Le but du jeu, c'est déjà essayer d'analyser votre courbe. En réalité, vous avez une succession de d'arcs, vous voyez ici, avec des changements de direction. Il faut arriver à détecter les changements de direction pour éviter de ne placer trop de points. L'idéal, c'est de n'en placer que très peu, mais les seuls points qui sont vraiment utiles, principalement, ça va être au départ d'un arc, ici, à son sommet et à son extrémité, ici. Je démarrais par le bord d'attaque. Je vais commencer ici. Un premier point. Mon deuxième point, vous voyez, on a un arc ici. Je vais placer mon deuxième point ici. Le résultat sera pas correct dès le début, mais on pourra modifier ça. Là, par exemple, effectivement, j'aurais pu utiliser la méthode d'ajustement. Je vais quand même rester là-dessus. On va après rectifier le tir. C'est beaucoup plus simple après de rectifier le tir. Là, j'ai encore un arc. Je pose un point. Ici, je vais poser un point. Là, j'ai pas de grand changement de direction, mais il y a quand même une petite courbure, donc je vais par précaution placer un point ici. Et juste avant le changement brutal, ici, je vais placer un point à la base de l'arc du point de fuite, un deuxième point et un troisième point. Notez que je me mets au centre du trait hein, pour être le plus précis possible. Là, je vais placer un point ici, un point là, parce qu'on commence à avoir un changement de direction, un point ici et un point là. Pour bien clore votre spline, vous utilisez l'option clore ici. J'ai une forme qui est assez souple ici. J'ai juste besoin de la reprendre après coup. C'est pour ça que j'ai préféré la méthode SC, parce qu'on peut étirer les sommets facilement. Vous voyez, on a des contrôles comme ceci. Je vais juste ajuster mes points. Ces petits points bleus, hein, c'est les contrôles et je m'arrange à ce que ma courbure se place bien au centre de mon trait. Je rajuste mes points ici. Donc, un point va influencer le point précédent et le point suivant. Il faut reprendre parfois le point précédent. Vous voyez. Là, je travaille sur l'intrado. Ça, c'est pas mal. J'ai peut-être un point en trop ici. Alors, si vous voulez supprimer un point, vous vous mettez dessus et vous faites supprimer un sommet. On appelle ça des sommets, hein, non pas des points, mais un sommet. Voilà. Je regarde si ça me convient. Là, ce point-là, je l'étire un peu pour épouser la courbure. Et le point ici, voilà, je vais le retirer ici. L'idée, c'est vraiment d'avoir le minimum de points. C'est ce qui va assurer une meilleure continuité de votre courbe. Et cette étape est vraiment importante parce que c'est ce qui va conditionner la qualité de votre modèle 3D par la suite. Il faut que l'entité de départ hein, soit parfaitement gérée parce que les corrections par la suite sont très laborieuses à faire. Il faut vraiment s'assurer que cette partie soit bien gérée. Voilà, mais il me semble que c'est correct. Ici, il me manque peut-être un point euh, parce qu'il y a un très léger changement de courbure. Alors pour ajouter un sommet, c'est pas des points, c'est des sommets. Je vais ajouter un sommet ici pour venir avec le petit menu contextuel. Hein, je fais ajouter un sommet et je clique ici. Voilà, ce qui me permet comme ça d'avoir un point de contrôle complémentaire pour vraiment m'adapter à la courbe du dessin. Et celui-ci, je vais le descendre un petit peu pour essayer de rester au centre de mon trait. Voilà. Ce qui est important dans tout ça, c'est que on ait une continuité de chacune des courbes sans rupture pour obtenir une forme bien lisse. Faut pas hésiter à prendre le temps de positionner ces points de contrôle. Je fais une parenthèse. N'hésitez pas à vous placer des repères intermédiaires ici, tout simplement pour bien caler vos points ici, de façon à les faire coïncider avec, par exemple, les éléments horizontaux que l'on a ici. Là, par exemple, si on regarde cette partie-là qui correspond au bord de fuite, ici, on a un volet, un aileron, ici. Il y a certains événements sur la vue dessus qui pourraient être des bons indicateurs et on pourrait se créer des demi-droites ici ou des lignes pour placer nos points déjà à la bonne place ici. C'est ce que je vais faire. Je vais activer pour ça, le calque 0 qui est mon calque de construction. Et donc là, je clique sur le calque 0 pour le rendre courant. Ça me permet de vous montrer une méthode de travail qui vous permet de projeter à partir d'une vue en plan des éléments
en 2D en tenant compte des différents événements qui sont marqués sur le plan. Je vais utiliser pour ça la commande décalage par, une commande 2D, hein. J'ai trouvé décalé dans modification ici. Le principe, ça va être de décaler en passant par des points pour générer de nouvelles lignes qui vont me permettre après, dans ma section, d'ajuster plus précisément mes points, mes sommets de contrôle. Je vais pour ça choisir décalage. Ensuite, je prends l'option en bas dans la barre des commandes par, qui me demande de sélectionner l'objet à décaler. Ça va être cet objet-ci. Et comme j'ai plusieurs points à mettre, enfin plusieurs lignes à mettre de projeter mes points, je vais choisir dans les options de la barre des commandes multiples. Je clique sur multiple ici. Et là, par exemple, je viens prendre le milieu de ce trait, le milieu de ce trait et celui-ci, je l'avais déjà. Ça me permet comme ça d'avoir des lignes à partir desquelles je vais pouvoir réajuster, c'est-à-dire faire coïncider ces points de contrôle, tout simplement, aux intersections de ces lignes-là. Là, j'ai pas d'information particulière. Celle-ci, je peux la ramener contre cette ligne-là, en veillant bien à garder la courbure. L'intérêt, c'est que là, j'ai un point exactement à l'endroit de mon bord de fuite qui va me permettre par la suite, lorsque je vais commencer à détailler chacune des pièces, d'avoir mes longueurs ici de volée. Avant de finir cette partie de la construction de la coupe avec la spline, je fais une petite parenthèse sur les caractéristiques des splines. Là, j'ai vraiment utilisé cet outil parce qu'il me produit des éléments courbes. C'est aussi un outil intéressant en 3D. Je vais juste montrer comment on peut contrôler cet élément en 3D. Je vais basculer le vieux cube en vue axonométrique, en 3D ici. Je reprends l'exemple de la spline. Souvent, j'utilise en lien avec une polyline 3D qui me permet de me déplacer dans les trois axes. Selon les trois axes. Je prends l'outil polyline 3D. Souvent, c'est la polyline 3D me permet de définir un gabarit, on va dire. Voilà, je peux dessiner selon les trois axes, comme ceci. Ça, c'est la première étape, pouvoir bien contrôler mes différentes hauteurs, hein, les points par lesquels doivent passer après ma spline 3D. Je termine avec l'outil Polyline 3D. Si je tourne avec Shift et molette, ici je vois bien que j'ai dessiné sur les différents plans. Et la spline va me permettre de travailler également sur ces différents plans. Vous voyez, si je prends un point ici, un point là, je vais pouvoir définir des courbes passant par ces points. Je vous ai montré les courbes par les splines, hein, par point de contrôle, ici. Je vais vous montrer une autre option qu'on n'a pas explorée, qui était par ajustement, c'est-à-dire que je vais demander à ce qu'elle passe par des points. Dans ce cas-là, je veux absolument qu'elle passe par ces points-là, qui sont mes points de référence que j'ai fait avec la polyline 3D. Dans ce cas-là, quand je prends la spline, donc l'outil spline est ici, je vais choisir la méthode plutôt que celle qui est donnée par point de contrôle, SC, je vais utiliser par ajustement. Ça veut dire je vais placer mes points exactement aux endroits souhaités. Je sais que ma spline passera bien par ces points-là. Très utile si vous avez préparé un cheminement, par exemple, passant par des points bien précis. Il faut valider 2 fois hein, pour terminer. Bon, là, j'ai fait une petite erreur ici. Je sélectionne ma spline. Ici, j'ai fait un point de trop. Je vais essayer de le supprimer. Je me place sur le point et je vais supprimer le point de lissage, voilà, pour bien faire terminer ma courbe. Donc, vous voyez qu'on contrôle parfaitement avec ajustement les points de passage de la spline. Si jamais vous devez retravailler vos courbes, vous serez amené probablement à rajouter des points. Là, je me mets sur un point et je fais ici ajouter un point de lissage que je viens de placer ailleurs pour avoir un meilleur contrôle sur ma courbe. Si par exemple, je souhaite gérer la tension de la courbe pour la replacer un peu plus près de mon trait, par exemple. Je montre ça, même si je m'éloigne un peu du sujet ici, mais c'est juste pour vous montrer vraiment de façon complète la spline, qui est vraiment un outil très précis dans ce domaine. Et c'est, par exemple, ça peut me servir comme base de chemin pour un balayage. Par exemple, je vais prendre un cercle, centre rayon. Je le place à la base de la spline. Je vais mettre un rayon 20, par exemple. Et j'utilise la fonction balayage qui est cachée derrière l'outil extrusion. Vous voyez dans modélisation ici, je vais trouver
balayage. Le principe est très simple. On sélectionne d'abord l'objet à balayer, c'est ma section. Elle peut avoir une forme quelconque, hein, pourvu qu'elle soit fermée pour produire un solide. Je sélectionne l'objet à balayer, ensuite je valide, et ensuite je sélectionne ma trajectoire. Donc, comme je suis en mode filaire 2D, je ne vois pas le parcours de mon élément, mais je vais changer mon mode de visualisation ici, dans Vue, la section Vue. Je me mets en mode conceptuel pour bien comprendre comment la modélisation s'est effectuée. Je passe bien par les points, je peux faire des formes très souples grâce à cette utilisation de la spline plus balayage ici. Je rappelle que le profil pourrait être complètement différent pourvu qu'il soit fermé et que ce soit une polyligne. Je supprime ce que j'ai fait et je reviens à mon profil. On va commencer à positionner les éléments en se basant sur l'aile de l'avion vue dessus et je vais utiliser cette section justement pour générer la forme complète ici. Ça veut dire que je vais devoir dupliquer cette section plusieurs fois le long de l'aile et réajuster ces points pour m'accorder avec ce que je vois en vue de dessus. Un conseil que je donne, c'est toujours garder toujours sous le coude le profil, parce que c'est à partir de ça que je vais réaliser quasiment toute l'aile. Comme on n'est pas sur un logiciel paramétrique comme on pourrait trouver dans Katia ou SolidWorks, il n'y a pas de notion d'historique, pas de mémoire de forme vraiment. Par précaution, je me fais toujours une copie de mon profil au cas où, si j'en ai besoin pour refaire une opération, pour l'utiliser dans une autre modélisation. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais le recopier. Je prends l'outil copier, je sélectionne ma forme, je le mets là et puis je le mets par exemple dans le calque 0. Il était déjà dans le calque 0. Mon tracé ici, la section de l'aileron, je vais le mettre dans mon calque 2D. Ici, il reprend les attributs du calque. Et on va passer à l'étape suivante. L'étape 3 va consister à dériver mes autres sections. Donc, je vais d'abord m'appuyer sur le plan pour dessiner. Je vais être amené à positionner ma spline au bon endroit. Je vais choisir la base que j'ai choisie ici. Faut pas hésiter à se mettre des traits de construction. Ça devrait suffire. J'ai des points d'arrivée ici. C'est bon. Pour le déplacement, là, je fais un déplacement 2D. Si je veux être plus précis, je suis en 2D, je peux continuer avec mes outils de déplacement classiques, 2D ici. Je prends déplacer. L'avantage, c'est que je vais pouvoir choisir comme ça précisément mon point de base qui sera par exemple le bord d'attaque ici. Je sélectionne l'objet. J'ai actionné l'outil déplacer, je valide, je m'approche. Alors, si vraiment, là, voilà, je vais prendre l'intersection ici. Alors, je vais prendre la partie la plus éloignée ici. Et là, j'ai pas d'accrochage. Je peux utiliser alors, attendez, je regarde. J'aurais dû matérialiser la corde ici. Oui, je vais la matérialiser. Avant de faire ça, c'est bien d'avoir des traits de construction. Je vais tracer une ligne en m'appuyant sur ce trait qui représente la corde de l'objet. Voilà. On est un peu gêné parfois par les accrochages parce qu'ils cherchent à s'accrocher au bord de l'image. Temporairement, je vais désactiver mon accrochage ici. Curseur d'accrochage, je désactive pour éviter les accrochages vers les bords de l'image. Je m'approche, je me mets bien au centre du trait que j'aperçois ici. Je prends l'outil ligne et je m'assure de tracer bien droit ici, à la perpendiculaire. N'hésitez pas à utiliser le mode polaire ou ortho pour ça. Ça, c'est un trait de construction. Je le mets directement dans le calque 0 ici. Et comme je l'avais masqué, eh bien, je dois le réafficher. Ces deux traits de construction, cette ligne-là et cette ligne-là, me donnent exactement le point de base à partir duquel je vais pouvoir déplacer mon objet pour le positionner correctement sur mon plan. Je vais sélectionner l'outil déplacer. Je sélectionne ma section, la spline. Je vais amener aussi ça, la corde, ici. Je valide. Et mon point de base, je le prends à l'intersection de ces deux éléments. Alors, comme j'ai désactivé tout à l'heure les accrochages, je les réactive, parce que là, j'en ai besoin. Et je viens chercher l'intersection de ces deux points. L'idée, c'est d'amener cet élément exactement à l'extrémité de cette ligne-là. Pour le moment, si je pivote avec Shift et molette, je vois qu'ils sont sur le même plan. Pour générer mon volume, il va falloir que je fasse pivoter ma section
autour de ce que vous voyez ici, l'axe des Y ici, pour la retrouver en hauteur ici, pivoter de 90 degrés. Là, je vais utiliser un outil qui permet de faire des rotations très précises en 3D, qui s'appelle l'outil rotation 3D. L'objet à faire pivoter, c'est la section. Donc, je la sélectionne, je valide, et vous voyez apparaître ici ce qu'on appelle un gizmo de rotation. C'est un contrôleur en fait qui va vous permettre de contrôler la rotation selon les différents axes. Vous voyez ici, vous avez l'axe bleu. Ça me permet l'anneau bleu ici me permet de faire pivoter autour de l'axe bleu. L'anneau vert me permet de tourner autour de l'axe des Y et l'anneau rouge ici vous permet de tourner autour de l'axe des X. Si je regarde l'axe autour duquel je veux tourner, c'est autour de l'axe vert. C'est lui que je vais activer. Alors, pour l'activer, vous voyez, quand on approche de l'anneau, ici, on a une surbrillance jaune qui m'indique que quand je vais cliquer, je vais fixer ce plan-là. Maintenant, je suis pas certain que le centre de ma rotation soit bien placé. Par défaut, le gizmo se place au centre ici. Dans ce cas précis, c'est pas un souci parce qu'il est vraiment pile sur mon plan sur le niveau 0 ici. Mais lorsqu'on travaille en 3D, on est amené à positionner le gizmo exactement à l'endroit où on veut aller. J'aurais pu faire la rotation ici, mais si j'avais été en hauteur, c'est dans une valeur non nulle sur l'axe Z, j'aurais été amené à prendre ce point d'abord, le point central du gizmo, je fais un clic droit et je fais déplacer. Pardon, j'ai dit une erreur, c'est une rotation, pardon. Donc, quand je clique droit sur le point central du gizmo, il me permet de choisir un autre mode de modification comme déplacer, échelle. Je garde bien rotation dans le menu contextuel. Je dois descendre un peu plus bas dans le menu contextuel. Je choisis repositionner le gizmo. Voilà. Là, je peux l'amener où je veux. L'idée, c'est d'avoir une référence stable, hein, fixe, et je vais l'amener à l'intersection ici, puisque ça sera mon axe de rotation. Ensuite, je sélectionne l'anneau, on va dire, qui correspond à l'axe vert autour duquel je veux tourner. Je clique dessus et je peux faire un pivot. Donc là, je suis obligé de mettre 270. Alors, vous voyez, vous avez le mode polaire qui vous guide, hein. Ici, on est à l'angle 270 que vous pouvez taper hein, si vous voulez. Petite erreur de manip, qu'il est parti de l'autre côté. Je reclique sur l'anneau. Alors, le mieux, c'est que je recommence pour éviter toute erreur. CTRL Z plusieurs fois. Je prends l'outil 3D, je sélectionne l'objet, je valide, je repositionne le gizmo droit, repositionner le gizmo, je le place à l'endroit voulu. Ensuite, je sélectionne l'axe autour duquel je veux tourner, c'est l'axe vert. Je clique sur l'anneau. Si je mets 90, normalement, voilà. Là, j'ai placé l'objet à 90 degrés. Plutôt que suivre les guides, qui est source d'erreur, j'ai préféré taper ma valeur. Le premier profil étant posé, je vais poursuivre. Je vais en placer un deuxième ici et un troisième. Je vais m'arrêter avant le saumon. Je vais me mettre ici. Si on souhaite les placer à égale distance, le réseau peut être intéressant. Je vais pas forcément l'utiliser ici. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer des lignes de construction à égale distance pour placer ça au bon endroit. Par exemple, ici, je vais tracer une ligne de construction. Avant de tracer, je vais bien me mettre sur le calque 0 puisque c'est une ligne de construction. Là, je sais que par exemple, ici, je vais placer une ligne de construction en veillant à avoir une intersection. Alors, il faudrait que j'ai une intersection ici, mais j'aurai au moins un point ici. Et je vais mettre une ligne hop, ici, espace un pour quitter, barre espace pour reprendre, et voilà, une ligne ici. Et une juste avant le saumon. Veillez bien à ce que tout ça soit bien parallèle. Il vaut mieux travailler en vue dessus, hein, dans ce cas-là, comme ceci. Voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir des points d'accroche ici pour copier l'élément. Alors, évidemment, là, j'ai affaire à une image en pixels, hein, donc c'est bien difficile de s'accrocher. Je vais quand même le copier. Je prends la section, je la copie avec l'outil copier, bien son point ici. Et ici, vous voyez, il cherche à se mettre sur le milieu. Je vais activer l'accrochage proche qui sera le plus simple. Le plus proche ici, je resélectionne mon objet, je prends l'outil déplacer normal, je prends l'outil copier, je valide et je prends l'intersection ici. Voilà. Proche me permet comme ça de m'accrocher
sur ma ligne ici. Là, il y a une petite erreur visiblement. On va se mettre ici. Et là, j'en ai deux ici. Je pourrais en rajouter là. En fait, tout dépend de la courbure de l'aile de l'avion en vue dessus. Donc, si j'ai un changement de direction, par exemple une courbure ici, il faudrait que j'en rajoute un supplémentaire. Euh, je vais rajouter quand même un supplémentaire ici. Donc, copier, baser là-dessus. Et au niveau de la jonction du fuselage, hein, au niveau de l'emplanture ici, je vais m'en mettre un aussi ici. Échappe pour quitter la commande. Alors pour la démonstration, je vais juste modifier l'échelle hein, des éléments. Évidemment, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il faudrait que je retouche chaque profil, hein, puisque la forme de l'aile est peut-être différente. Il y a peut-être des incurvations différentes dessous. Mais là, c'est pour vous montrer vraiment comment fonctionne l'outil Loft lissage pour la suite. J'ai choisi de montrer ça de cette manière. Je vais changer les différentes échelles de manière à arriver sur les bons points ici et essayer de retrouver ma courbe qui est ici et celle-ci. Pour l'échelle, je vous montre comment utiliser l'outil échelle 3D qui est ici dans modification. Comme pour la rotation et le déplacement 3D, on a ici un gizmo d'échelle qui fonctionne avec sur l'axe X, Y et Z, donc il peut marcher indépendamment. C'est-à-dire que je peux modifier l'échelle seulement sur un seul axe, c'est ce que je vais faire ici, pour ne pas toucher à la hauteur de mes profils. C'est le même fonctionnement, il est placé par défaut au centre de la pièce. Donc il faut bien déterminer son point d'origine, c'est-à-dire l'origine de l'échelle. Il me faut déplacer cet objet, ce gizmo ici. Je fais un clic droit sur le point central du gizmo. On a un carré au centre des trois axes. Je fais un clic droit et ensuite je vais faire repositionner. Donc ça me permet de le déplacer et de le placer ici par exemple. Alors, je vais vérifier ici. L'idée c'est de ne modifier que l'échelle sur l'axe des Y ici. Je clique sur le segment du gizmo vert. Il devient orange, ça veut dire qu'il est actif. On peut choisir, ça c'est intéressant ici aussi, on peut choisir une référence, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur l'option référence. Hein, je clique sur référence, je clique sur le premier point ici et sur le deuxième point, ce qui me permettra d'être beaucoup plus précis lorsque je vais modifier mon échelle. Je peux l'étirer jusque-là, voire je peux lui donner une dimension précise si je l'ai mesuré. Voilà. Le premier effet, je vais faire les seconds le second, et puis les autres. Je vous remontre pour les autres. Donc, barre espace hein, pour rappeler l'outil. Sinon, ben, je reprends l'outil échelle 3D ici. Ici. Je sélectionne le deuxième. Clic droit, ça vaut pour entrer. Ensuite, clic droit pour aller repositionner le gizmo. Je l'installe ici à l'intersection. J'active l'échelle sur l'axe des Y. Je vais chercher référence. Je reclique sur mon point de base ici et mon point d'arrivée qui est sur la pièce et je modifie l'échelle jusqu'à mon trait qui est ici. Alors là, il n'y avait pas d'échelle à mettre, évidemment. Je vais recommencer ici. Je sélectionne l'objet, je prends. Alors, vous voyez, quand je le resélectionne, il me donne un autre gizmo ici. C'est le gizmo d'échelle que je veux. On peut le trouver dans la section sélection ici. On peut modifier le gizmo à tout moment. Là, je prends le gizmo déplacement. Pas déplacement, pardon, échelle. Clic droit sur le gizmo, repositionner. Ah oui, là j'ai besoin de le déplacer ici. Je vais chercher dans sélection le gizmo de déplacement. Je reprends, je dois faire un déplacement 3D. Là j'ai un point, pas besoin de modifier le gizmo et je déplace mon élément ici. Ensuite, je sélectionne et je viens chercher l'outil échelle. C'est toujours la même chose. Clic droit sur repositionner le gizmo et ensuite je modifie l'échelle. Alors vous voyez que si j'oublie de mettre référence, je ne peux pas être précis. Je clique sur l'option référence. Premier point à la base de mon échelle et deuxième point sur ma courbe. Je vais chercher ici et je l'amène contre le tracé. Je vais faire les autres, toujours même opération. Je sélectionne, je prends l'outil échelle 3D, clic droit sur le centre du gizmo, repositionner gizmo, je le ramène
ici. Ensuite, j'active l'axe, je prends l'option référence, un point, un deuxième point, et je ramène ça contre. Voilà. Vous avez compris le principe. Ah, j'ai pas mis au bon endroit, donc je refais. Je repositionne le gizmo, j'active mon axe de l'échelle, qui sera sur le Y référence comme option, et deux clics, un à la base et un à l'autre extrémité. Et je ramène ça sur mon dessin pour le faire coïncider. Voilà, je vais faire la suite sans faire la démonstration, le principe étant compris, je pense. Alors là, j'ai terminé les différents profils. Même chose, je pourrais modifier l'échelle de chacun de mes profils ici, de mes sections, sur l'axe Z ici, de manière à effiler l'avion, l'aile de l'avion, de manière à avoir quelque chose de plus effilé ici, par exemple. C'est exactement le même principe. Là, par exemple, si je veux modifier l'échelle ici, je vais prendre le gizmo, je vais le placer dans l'outil, échelle, je sélectionne, je valide et je vais cliquer sur l'axe bleu ici, ce qui a pour effet de l'écraser. Vous voyez que si je modifie pas l'emplacement de mon gizmo, ça se fait de part et d'autre, hein, ici. Si je veux garder mon profil fixe au niveau de l'échelle, il faudra que je me mette plutôt en bas, ici. Pour vous montrer un peu mieux, j'ai juste isolé l'objet. Ici, vous avez la fonction isoler l'objet. Ça veut dire que je vais pouvoir isoler l'objet qui est sélectionné pour pouvoir voir un peu mieux ce que je fais. Et le gizmo étant, si je veux pas, absolument pas toucher à cette partie-là, il faudra que je déplace le gizmo en bas. Je sélectionne, je prends l'outil échelle, droit sur l'intersection des trois axes du gizmo d'échelle, repositionner, et je peux le descendre ici. Je peux même mettre des contraintes, hein. Si je fais échappe, si je veux descendre sur le gizmo ici, je peux le sélectionner le point central du gizmo, définir une contrainte avec dans le clic droit, on va trouver une contrainte sur Z ici. Alors, là, il va falloir le déplacer manuellement, c'est-à-dire qu'il me faudrait un trait de construction ici. Je vais juste le déplacer, hop, comme ceci. L'échelle peut se définir sur l'axe Z uniquement ici. Voilà. Pour quitter le mode isolation, je vais cliquer sur désactiver l'isolement des objets. Alors, j'arrive à la quatrième étape. La quatrième étape va consister à tracer les guidages. Les guidages qui contrôlent la correspondance entre les points, entre les coupes et évitent des torsions inattendues du solide lorsque je lancerai la commande loft. C'est une étape souvent que l'on oublie et pourtant qui est importante. L'idée, c'est de tracer ici le long de mon profil une spline pour guider le cheminement de l'opération lissage. Donc, je vais m'en faire une ici, sur le bord d'attaque et sur le bord de fuite ici. Alors, j'ai plus besoin d'image, donc je peux masquer ma référence ici. Je vais la déverrouiller et je vais la geler pour y voir un peu mieux. Et puis, dans les calques, je vais masquer mes traits de construction qui sont dans le calque 0. Je vais activer le calque 2D et je gèle le calque 0. Encore une fois, si vous avez travaillé chacune des sections ici indépendamment, je vous conseille de vous les garder. Je vais en faire une copie. Je prends le copier, je sélectionne et je les pose à côté ici. Et je peux éventuellement, ce qui n'est pas une obligation, les grouper via la commande groupe. Je les sélectionne et je fais un grouper ici. Je sélectionne. Pour grouper, on sélectionne d'abord les objets. Ensuite, on va sur l'icône groupe. On clique sur grouper. Si vous voyez qu'ils ne sont pas groupés, vérifiez cette icône-ci, c'est-à-dire que l'icône sélection des groupes est activée. Donc là, je clique sur cette icône. Normalement, voilà, j'ai mon groupe ici. J'amène ce groupe dans mon calque 0 pour ne plus le voir. Alors, les tracés de guidage, on va prendre là encore une spline. Comme je veux passer par des points, je vais choisir la méthode ajustement et je viens rejoindre chaque extrémité. Ça, c'est ma première ligne de guidage. La forme ne me convient pas. On va essayer une autre méthode. Je vais prendre ceci, je vais garder la méthode point de contrôle par défaut. Voilà, ce qui semble plus logique. On peut basculer ici la spline, on peut ajuster les sommets ici. On peut contrôler les sommets de contrôle ici pour justement régler la tension des courbes. Je fais l'autre côté.
On va rester sur la méthode ajustement et on peaufinera après avec les contrôles. Je valide. Soit je réajuste mes éléments ici pour obtenir quelque chose d'assez droit. Soit j'utilise en déroulant le menu, la flèche qui va vers le bas. Je vais trouver ici dans le menu contextuel sommet de contrôle pour ajuster la tension de mes courbes pour obtenir quelque chose de assez droit ici. Qu'on est prêt pour utiliser le loft, la commande lissage. Je peux directement taper la ligne de commande lissage dans la barre des commandes. Sinon, je passe par le ruban. Le balayage se trouve dans la section modélisation et vous ne le verrez pas directement parce qu'il est caché derrière extrusion. Il faut dérouler extrusion et lancer la commande balayage. La première invite AutoCAD qui s'affiche, c'est sélectionner les coupes dans l'ordre de lissage. C'est une invite fondamentale et l'ordre de sélection est vraiment important. Je sélectionne les sections dans l'ordre de l'emplanture et vers le saumon, de la base de l'aile vers son extrémité. Et AutoCAD va construire le solide en passant successivement par chacune d'elles. Je sélectionne le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et je valide par entrée. AutoCAD me propose plusieurs options, guidage, trajectoire, coupe uniquement, paramètres. Je vais d'abord choisir coupe uniquement pour que vous voyez le résultat brut sans aucun contrôle supplémentaire. Je me suis trompé, pardon. Ce n'est pas l'outil de balayage qu'il fallait utiliser, mais c'est bien lissage. Donc je vous ai donné les mauvaises informations, donc je recommence. Je sélectionne les coupes dans l'ordre de lissage. Là, je recommence. Vous voyez la forme se réaliser. Les sous-options sont points. Ça, c'est ce qui permet de spécifier un point comme première et dernière coupe. Si je commence par un point et ensuite je dois sélectionner une courbe fermée, c'est utile pour terminer l'aile en pointe ou au niveau du saumon. Joindre plusieurs arêtes traite plusieurs arêtes de bout en bout, comme une seule coupe transversale. Et mode détermine si l'objet est lissé. L'objet lissé sera un solide ou une surface, afin de définir avant de valider la sélection. Une fois que j'ai validé, entrée. Une fois que j'ai validé, entrée, j'ai d'autres options qui me sont proposées. Guidage, trajectoire, coupe uniquement et paramètres. Guidage spécifie les courbes qui contrôlent la forme du solide entre les sections. C'est ce qui évite les torsions et les plis inattendus en imposant la correspondance des points entre chaque coupe. Alors, trois conditions requises par la doc. Présenter une intersection avec chaque coupe, commencer sur la première coupe et terminer sur la dernière coupe. Je vais choisir guidage comme option, mon premier guidage et mon deuxième, et je valide. L'opération a échoué. Et une chose importante, c'est que les lignes de guidage doivent passer strictement par les points de mes sections ici, ce qui n'est pas le cas. Je vais devoir refaire mes lignes de guidage. Je reprends l'outil spline. Cette fois-ci, je suis obligé d'utiliser la méthode ajustement pour passer exactement sur les points. Là, je m'accroche sur les points ici. La spline n'est pas la seule entité qui permet de faire des guidages. Euh, je voulais faire un tutoriel sur les splines ici. Mais le problème, c'est que le contrôle des courbes reste quand même assez approximatif. Je vais essayer de garder ça et je refais ma deuxième spline sur le bord d'attaque. Je relance la commande de lissage. Je sélectionne mes profils dans l'ordre. Ici, je valide. Passer à la question suivante, les guidages. Je choisis guidage et je sélectionne ma première ligne ici et ma deuxième ligne de guidage ici. Donc vous voyez que ça ne ressemble pas à une aile d'avion, mais que là, les lignes de guidage permettent de bien caler les bords de mes sections ici. Ça signifie que j'aurais pu utiliser un autre outil que Spline, peut-être pour obtenir quelque chose de droit, moins courbé comme ça, puisque là, j'obtiens quelque chose de vraiment très bizarre. Je reviens en arrière. Alors, je regarde si je peux retoucher ça. J'ai pas le droit de toucher à ce point. Il faudrait que je rajoute des points ici. Je pense que je vais plutôt mettre une polyligne qui va rendre quelque chose de moins organique. On va prendre une polyligne. Je prends la polyligne ici et je rejoins. Donc, comme j'avais fait avec la
la spline, chacun des points. La contrainte de la polyline, c'est qu'on ne peut dessiner que sur un plan. Si ce point-là est plus haut, je ne pourrais pas rejoindre ce point. Je supprime la polyline. On va prendre cette fois-ci une polyline 3D. Comme je vous ai dit, celle-ci permet de travailler sur différents plans, y compris sur Z. Il travaille sur X, Y et Z. Et je fais de même de l'autre côté. Je fais ma deuxième ligne de guidage. Là, on forme une forme de cage, hein, et je vais pouvoir lancer ma commande lissage. Donc, je sélectionne lissage. Je clique sur le premier profil, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au dernier ici. Je valide pour valider cette partie-là. Ensuite, je choisir l'option guidage et je sélectionne mon premier profil ici et mon deuxième profil ici. Je valide et les entités ne sont pas correctes. On ne peut pas prendre de polyline 3D. Je vais essayer. Donc là, je sélectionne mes lignes de guidage, c'est celle-ci et celle-là. Je valide. Le message d'AutoCAD, c'est les entités sélectionnées ne sont pas correctes. La solution reste quand même la spline. Il faut bien travailler la spline, s'assurer qu'elle soit bien droite à certains endroits. Ici, il faut nécessairement qu'elle passe par les points, qu'elle soit séquente avec les segments. Euh, il faudrait prendre du temps de retravailler cette spline. Là, j'ai remis une spline pour avoir un guidage ici et je vais relancer la commande. Je sélectionne les coupes dans l'ordre ici. Je pense que le mieux, c'est de placer davantage de sections pour bien contrôler le déplacement de l'objet. Juste pour la démo, je vais montrer que je veux utiliser la courbe de guidage ici. Je valide une fois que j'ai sélectionné tous mes plans et je choisis guidage ici. Voilà. Le guidage va permettre de contrôler le maillage. Oui, pour le moment, c'est un maillage le long de cette ligne-là. On voit la différence ici. Sans guidage, on a cet effet-là. Et avec le guidage via la spline, on a quelque chose de déjà beaucoup plus satisfaisant. Voilà. C'est surtout une question de gestion des courbes après, au niveau de la spline. Vous serez peut-être amené à rajouter des points pour contrôler les différentes courbes qui sont présentes ici. Là, il aurait fallu peut-être un point supplémentaire. Vous voyez ici, pour marquer le rayon ici de manière plus prononcée, il m'aurait fallu un point ici, un point là pour amener ça plus droit et certainement un point ici. On va faire avec ça où je recommence, je mets mon deuxième point de guidage, je reprends ma spline, je m'accroche sur mes entités et je valide. Ensuite, je reprends lissage et je sélectionne mes différents plans, mes différentes sections. Je valide, je choisis l'option guidage et je viens chercher ma première spline et ma deuxième ici pour ajuster. Ensuite, je valide et j'obtiens ce volume qui sera perfectible, hein. Ici, on voit que le travail de spline ici aurait dû être davantage travaillé pour avoir quelque chose de plus droit ici. Alors, on va essayer une autre approche. CTRL Z, je reviens en arrière, je vais supprimer ça, supprimer ça. Je vais relancer lissage, je sélectionne mes plans, mes sections ici, je valide. Alors, la meilleure solution, après quelques tests, euh, est d'utiliser l'option surface réglée de manière à ce qu'il n'y ait pas de courbe qui se génère entre chacune des sections, ce qui est plus logique dans ce cas-là, puisqu'on obtient quelque chose de plus lisse, hein, et de plus solide, on va dire. Je vais vous montrer ça. Je fais CTRL Z, je reprends l'outil lissage. Même chose, hein, je sélectionne mes différents éléments, mes différentes sections dans le bon ordre. Donc, par défaut, c'est une surface lissée qui effectivement, bah, dans ce cas-là, est vraiment trop organique. D'où l'intérêt de bien placer par contre ces différentes sections aux bons endroits, là où on a des changements de direction. Là, pour le moment, c'est très souple ici. Il faut quand même que je remette un peu de rigidité. Je vais valider ce que je viens de faire et je vais choisir ici dans les options paramètres. Et on va plutôt choisir dans les paramètres de lissage, pour le contrôle de lissage au niveau des coupes, je vais choisir un lissage réglé ici. C'est la meilleure option. À vous de placer correctement aux bons endroits les sections dès lors qu'il y a un changement de direction ou de forme, hein, chacune de ces sections. Et là, je valide par OK. Un profil ici pour le saumon, un profil beaucoup plus petit pour assurer la pointe. Euh, je vais essayer d'arranger ça avec un chanfrein ici. On va tester ça. Je vais mesurer. Je vais mettre un chanfrein de 56 pour la terminaison.
Sinon, il faudrait que je refasse mes profils. J'utilise l'outil arête de raccord ici, que j'ai trouvé dans l'onglet solide. Je sélectionne l'arête ici. Je prends le rayon, donc l'option rayon, je vais mettre 30. Je valide. Alors, ça sera pas parfait ici, puisqu'on a un croisement. On valide. Alors, il s'en est plutôt pas trop mal sorti. Je vais valider ça. Voilà. Le mieux, c'est évidemment, ça serait un dernier profil plus fin ici pour assurer la jonction et pour assurer cette partie-là qu'on appelle le saumon. Voilà, notre aile est modélisée. Ce que vous venez de voir, ce n'est qu'une modélisation 3D qui repose moins sur la complexité des outils que sur la qualité des décisions qui sont prises en amont. Deux règles ont guidé ce travail. La première, pour la spline, placer uniquement le nombre de sommets de contrôle nécessaires au changement de courbure, pas un de plus. C'est ce qui donne une courbe propre sans ondulation parasite. Et la deuxième, pour le lissage, il s'agit de placer le bon nombre de sections aux bons endroits le long de la forme en plan. Ce qu'il faut retenir de ces erreurs, utilisées pour ce type d'objet des surfaces réglées, ça suppose que vous devez prévoir quand même le nombre nécessaire de profils, chaque changement de direction. Le guidage marchera avec des splines 3D. Elle permettra d'obtenir une forme un peu plus précise, mais vous l'utiliserez plutôt dans le cadre d'une modélisation plus organique. Voilà. Retenez bien le paramètre, c'est l'option paramètre, et ensuite on choisit l'option surface réglée. Ça nécessitera certainement des reprises si vous souhaitez éviter des changements brutaux ici entre cet élément et cet élément. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil raccord, arête de raccord ici pour définir un rayon. Là, je vais mettre un rayon de 50 ou 100, on va essayer 100. Je valide. Je sélectionne l'arête. Comme j'aurai plusieurs arêtes à sélectionner, je vais choisir boucle ici pour qu'il récupère toutes les arêtes. Ensuite, je valide. Je reprends. Raccord, je reprends. Arête de raccord. On a des options ici. Chaîne, boucle. On va essayer chaîne pour sélectionner les différents segments. Donc, il me manque ce segment. Là, j'ai pas besoin de faire de raccord. Et je valide. Je m'attendais un petit peu à ça. Le raccord ne semble pas possible. La forme est vraiment trop complexe. Je vais essayer de faire juste cette partie-là. Raccord. On va prendre cette arête et cette arête. Là, on arrive, je pense, à une limite d'AutoCAD. On va retenter une dernière fois, juste ici, le rayon. Je vais mettre quelque chose de moins important. C'est peut-être ça. Je vais mettre 50. Je valide. Je sélectionne cette arête et cette arête et je valide ici. Non, l'opération ne marche pas. On arrive à une limite de la modélisation avec des solides en fait. Les outils, les opérations de solides, enfin tous les éléments, toutes les méthodes qu'on a avec la modélisation de solides montrent ses limites ici. Par exemple, j'aurais souhaité arrondir un peu cette partie-là, mettre des chanfreins et des congés ici. La forme est relativement complexe pour que je puisse continuer à travailler en solide. Les autres outils disponibles dans AutoCAD pour travailler ce type de fuselage sera les surfaces. Vous avez d'autres outils qui feront l'objet d'un autre chapitre. Euh, les surfaces vont donner beaucoup plus de souplesse justement pour travailler ce genre de détails. On va dire que l'aile est construite, n'est pas finalisée. On a un premier prototype, mais pour finaliser cette aile, du moins pour vraiment la modéliser selon les contraintes qui sont liées à cette forme-là, on utilisera plutôt les outils de surface que je présenterai dans un autre chapitre. L'intérêt de cette vidéo était aussi de montrer jusqu'où vous pouvez aller dans la modélisation solide avec des solides et à quel moment s'arrêter. Et là, c'est le moment de s'arrêter sur ce type de modélisation de modélisation solide. Le travail restait possible, mais ça supposait que j'ai davantage de profils. Il aurait fallu beaucoup plus de sections pour définir correctement la forme de mon aile. Et y compris pour le saumon ici, j'aurais dû terminer par une autre section très fine ici pour assurer l'arrondi
la partie arrondie de cette partie-là.